les rayons et les ondes vous proposent chaque semaine les rencontres de Sophie avec celles et ceux qui font le territoire. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour les rencontres de Sophie, nous sommes au Puy de Juillet, 8e édition, dans la campagne. C'est la 3e édition au Tanu, au lieu dit l'Épinette, très joli nom, et puis vous pouvez entendre derrière moi les oiseaux. Nous allons pouvoir interviewer des conférenciers sur des sujets vraiment d'actualité et locaux, tout en étant en même temps tout à fait globaux. Cette rencontre de Sophie, Puy de Juillet 2025, c'est avec Léo Magnin, sociologue chargé de recherche au CNRS et membre du laboratoire interdisciplinaire Sciences, Innovation, Société, ça se dit LISIS, et auteur de La vie sociale des haies, enquête sur l'écologisation des mœurs à la découverte 2024, à la suite de sa thèse sur la haie. Et il est aussi co-auteur avec Rémi Rouméas et Robin Bazier de Police environnementale sous contrainte aux éditions Rudulme 2024. Et avec lui, sur la conférence des haies, nous avions également Mathilde Guillemois, qui est actuellement doctorante en 4e année de thèse, donc elle finit sa thèse, qui est en phase de rédaction, et qui porte sur l'évolution des paysages bocagers dans les régions de l'ouest de la France et l'impact des mutations paysagères sur les dynamiques de ruissellement lorsqu'il pleut. Donc ça rejoint la haie et l'eau. Elle a été premier prix du jury de la finale normande du concours Ma thèse en 180 secondes. Son directeur de thèse, ça ne s'invente pas, s'appelle Daniel Delahaye. Merci beaucoup à eux deux d'avoir accepté cet entretien pour les rencontres de Sophie. Comme vous allez pouvoir l'entendre, l'interview s'est déroulée dans des conditions de grande pluie qui collaient parfaitement au nom du festival, les Pluies de Juillet, et aussi à la thèse de Mathilde Guillemois sur les dynamiques de ruissellement lorsqu'il pleut. Alors Mathilde, vous êtes géographe, Léo, vous êtes sociologue. Qu'est-ce qui vous a poussé tous les deux à vous intéresser à la haie ? C'est une bonne question, je ne sais jamais répondre. Moi je viens de la Bretagne, donc le haie, le bocage, c'est un paysage que je vois tous les jours. Et j'ai aussi une formation en géographie, en environnement, donc je sais que c'est un paysage où il y a plein d'enjeux, où la destruction de haies, ça amène énormément de problématiques environnementales comme la pollution des cours d'eau, etc. Et dans le cadre de ma thèse, j'ai pu choisir ce sujet et l'approfondir avec une dimension aussi historique, parce que j'aime bien savoir à quoi ressemblait le paysage il y a quelques siècles. C'est un sujet que j'affectionne particulièrement. Alors, c'est pas mentionné dans votre présentation pour les Pluies de Juillet, mais j'ai trouvé que vous aviez brillamment remporté le premier prix du jury en Normandie. Ouais, le concours Ma thèse en 180 secondes. Oui. Et on la voit, on peut l'écouter d'ailleurs. Ouais, c'est sur YouTube. Ouais. Et on était super contents, moi, mes directeurs et aussi beaucoup de personnes de la haie, comme je pense à l'association, l'anciennement à Fac Agroforesterie, mais Réseau Haie France maintenant, parce qu'on a pu parler de la haie, de tout, les problématiques, et au-delà de la Normandie, parce que j'ai remporté Normandie, mais après j'ai été en demi-nationale à Paris, j'ai pu en parler, et on était plutôt contente parce que j'étais toute seule en fait de sciences sociales humaines à pouvoir parler de l'environnement. Les autres doctorants ils étaient plus en médecine, c'est le problème un peu dans ce genre de concours, il y a beaucoup de sciences dures et les sciences sociales humaines on n'est pas vraiment là. Et du coup c'était cool de pouvoir parler à la capitale. La haie, d'aller jusqu'à Paris. Oui voilà, elle a perdu après. Et vous Léo Alors moi je me suis intéressé à la haie d'abord parce que je travaillais sur la santé des agriculteurs, ma première enquête en master. Et sur, donc la sociologie, c'était déjà pour travailler sur la campagne quand même, le monde agricole déjà. C'était à la demande de Médecins du Monde d'ailleurs. Et pourquoi ensuite, alors juste, j'aime bien parler du territoire, de l'attachement au territoire. Vous êtes attaché à un territoire rural Moi je viens de Haute-Savoie. De Haute-Savoie, donc la montagne. Mais il y a très peu de haies, plus des forêts. Ah oui. Quoique dans le Genevois, il y a quelques haies quand même. Et donc je commençais sur la santé des agriculteurs et ensuite je voulais travailler sur leur rapport à la politique et à l'environnement. C'était la réforme de la PAC, le verdissement à l'époque on appelait ça, en 2015. Et au cours des entretiens, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui revenait beaucoup, c'était la haie. On voit qu'on est au Puy de Juillet. Sous la tente des Pluies de Juillet. Et donc en menant des entretiens, je me suis rendu compte que la haie était un bon fil rouge pour étudier le rapport des agriculteurs à la politique et à l'État. Parce que depuis 2015, elles sont protégées par la politique agricole commune. Donc les agriculteurs que je rencontrais, qui étaient des éleveurs en Auvergne,
critiquaient cette mesure en disant que c'était les empêcher de faire ce qu'ils voulaient chez eux. Et il y avait aussi des récriminations par rapport à la cartographie qui était faite, en disant on nous a cartographié des haies, là où il n'y en a jamais eu, par exemple dans des barbelés ou sur des chemins. Et donc si un jour il y a un contrôle, on verra qu'il n'y a pas de haies et on accusera de l'avoir enlevé alors qu'il n'y en a jamais eu. Ah oui. Donc je me suis dit là il y a une bonne énigme à creuser, prendre la haie pour essayer de comprendre l'écologisation des politiques agricoles, c'est-à-dire l'intégration de critères écologiques dans ces politiques-là. Alors, les haies, justement, oui, c'est un objet concret, c'est ça qui permet de révéler, en fait, un peu les questions de notre histoire sociale, de notre ruralité, histoire rurale. Pourquoi est-ce que ça déclenche autant les passions, en fait, les haies? En fait, la haie, c'est vraiment un sujet que tout le monde prend à cœur parce que c'est quelque chose qui est important dans le paysage, c'est vraiment l'identité d'une région entière. La Normandie, c'est la haie. C'est aussi vrai pour les régions de Bretagne, le Pays de la Loire, et c'est surtout un paysage qui a été lourdement transformé depuis le remembrement. J'aime bien dire ça, mais c'est vrai que c'est un paysage qui s'est construit progressivement sur 4 siècles, et il aura fallu 30 ans pour le détruire. C'est vraiment quelque chose qui déchire les passions, effectivement, puisque aussi le remembrement, ça a été très mal vécu par la plupart des agriculteurs. Et aujourd'hui, il y a tellement d'enjeux autour de la haie que c'est un sujet, j'ai l'impression, un peu à part entière. Ouais, moi j'ai vu des proverbes, j'aime bien les proverbes. Ils disent en français, une haie entre voisins préserve l'amitié, et en allemand, c'est encore une haie de séparation garde verte l'amitié. Mais en fait, les haies, au départ, c'était une limite. Alors vous pourriez peut-être réexpliquer les définitions, on joue un peu sur les mots parfois. Alors il y a plusieurs définitions, et avant je voudrais revenir sur la haie et les voisins. Si on cherche dans la presse, il y a soit des plantations de haies avec des écoliers, mais il y a aussi des meurtres entre voisins pour haies mal tenues. Donc là, ce que vous évoquez sur les haies mitoyennes, c'est très intéressant parce que en effet, il faut avoir une bonne haie. Et 2 anecdotes coup sur coup. Un ethnologue qui s'appelle Christian Hongrois, qui travaillait en Vendée et qui montre que il y a un mariage qui va se faire et la fiancée visite la future ferme dans laquelle elle va vivre, et elle voit qu'il y a une haie mitoyenne. Et elle dit, voilà, ça c'est riche, on voit que c'est une exploitation qui vit, qui est dynamique et prospère. Et l'autre, donc ça c'était au début du XXe siècle. Et François Terrasson, qui est un naturaliste, raconte une histoire comparable. Là on est dans les années 70, c'était relayé par l'Express, et lui il reprend l'article de l'Express, et il dit, il y a la fiancée qui visite aussi l'exploitation, et qui rompt les fiançailles, parce que il y a du bocage partout, et lui dit quel avenir peut-on avoir parmi les arbres. Et donc on voit bien aussi le changement de nature historique, de la valeur qu'on accordait à ces arbres, où avant c'était un gage de richesse, de prospérité, et presque d'archaïsme quelques décennies plus tard. Et sur la définition, il y en a beaucoup de différentes, selon qui les mesure, et selon l'objectif de la définition. Est-ce qu'on veut les protéger? Est-ce qu'on veut les exploiter pour en faire du bois? Est-ce qu'on veut les planter? Donc il y a de multiples définitions, et y compris dans le droit, il y a des définitions qui peuvent parfois être contraires. Alors vous expliquez dans la conférence que l'usage de la haie, ça a plein d'usages, plein d'intérêts, mais que ça s'est un petit peu transformé au fil du temps, hein, c'est ça? Au départ c'était pour les bêtes. Ouais, hein, au Moyen-Âge, ça servait surtout à marquer la propriété et de mettre vraiment à part les terres ecclésiastiques, les terres seigneuriales du reste du commun des mortels, on va dire. Au fur et à mesure du Moyen-Âge, elles vont toujours servir à marquer juridiquement la propriété, mais elles ont aussi énormément d'usages. Elles apportent du bois pour les clôtures, pour les fagots pour se chauffer, pour faire des sabots, etc. Les fruits, le fourrage, enfin vraiment c'est... On faisait tout avec le bois, oui. On faisait tout, et il y a aussi tous les aspects environnementaux qui sont déjà reconnus depuis le XVIIIe siècle. Ça permet de... Enfin c'est écrit comme ça dans les archives, mais c'est pour rendre plus propres les terres, parce que ça permet l'assainissement avec les fossés, protéger le bétail contre les intempéries. Là actuellement il pleut, on serait des vaches, on se serait mis sous une haie, quoi. Contre le soleil aussi. En fait, c'est déjà depuis des siècles reconnu comme un couteau suisse, en fait, la haie. Et la société va garder le bocage puisqu'elle fait partie intégrante de son système de production agricole. L'arbre, c'est vraiment un produit. On se sert de tout dans l'arbre. Et au fur et à mesure que la haie va perdre de ses fonctions, parce que remplacée par l'électricité, les fils barbelés, etc., eh bien, elle va devenir gênante et complètement passer du cœur de l'économie à un objet archaïque.
et finalement plus du tout en adéquation avec les temps modernes. Oui, vous dites par exemple les sabots maintenant c'est des chaussures, c'est du cuir ou du plastique, et pareil pour le meuble, beaucoup de... C'est ça, avant c'était le bois pour faire les sabots, comme tu disais tout à l'heure les paniers, on se rend pas compte mais en fait on faisait tout avec la haie. Et alors vous disiez Léo, vous avez étudié l'évolution, alors le summum de la haie c'est au 18e, 19e, hein, c'est ça ? 20e, ouais. Et au 20e, alors il y a un basculement au moment de la Deuxième Guerre mondiale, hein, c'est ça ? Oui, donc la politique des remembrements dont on parlait, c'est un texte de loi de 1941, mais il se déploie vraiment dans les années 60-70. Et là, pour agrandir les parcelles, parce qu'avant elles étaient dimensionnées par rapport à des animaux de trait pour labourer, ou faire les travaux des champs, et là ça va être par rapport aux tracteurs, et donc on essaye d'agrandir aussi pour les questions de pénibilité au travail, c'est important de le rappeler. Un des premiers travaux qui est publié sur la question du remembrement aboutit à cette conclusion dans les années 70 qu'il y a un gain au niveau de la pénibilité du travail, parce que le travail que demandent les arbres est un travail considérable, et le fait aussi de pouvoir travailler plus directement en faisant moins d'allers-retours dans des petites parcelles exiguës, c'est aussi important de le rappeler. Sauf que ce remembrement a aussi eu des conséquences dramatiques sur l'environnement, parce qu'il y a eu des remembrements qu'on appelle table rase, où là vraiment on enlevait tout, on draine les zones humides, on arrase les talus, on arrache les haies. Du coup sécheresse ou inondation, c'est ça. Mais vous disiez aussi que, et d'ailleurs vous en parlez, vous avez cité la BD, le livre d'Inès Léraud, Champ de bataille, qui est vraiment très, très intéressant. Mais vous disiez que ça remontait à plus loin que ça, plus loin que le remembrement finalement, la disparition, le début de la disparition des haies. Oui, parce que comme le disait Mathilde, c'est début 20e, fin 19e, l'apogée du bocage, et en fait quand on dit apogée c'est aussi le moment de la chute en fait, parce que ça veut dire que c'était le point le plus haut et qu'ensuite on redescend, et il y a en effet un papier qu'on chérit avec Mathilde en commun, mais je vais te laisser en parler parce que j'en ai parlé tout à l'heure, alors je fais qu'à son tour. C'est en 1930, il a écrit la haie est une forme économique qui mourra d'une raison sociale, et c'est exactement ce qui s'est passé en fait. Tant que la société rurale prend la haie comme le cœur du système parce qu'elle s'en sert absolument pour tout, à partir du moment où on commence à la remplacer par toutes les nouvelles innovations, elle ne sert plus à rien, on va dire entre guillemets, et donc elle meurt de cette nouveauté sociale en fait qui la remplace avec la modernité. Et vous m'avez appris quelque chose de moi prof de lettres, je ne savais pas du tout que ce poirier c'était Julien Gracq. Tout à fait, oui. Écrivain du paysage, donc voilà, à utiliser en cours. Extraordinaire. Enfin, Julien Gracq, c'est peut-être, je le fais pas au collège malheureusement, mais j'adore. Ouais. Et donc avant, il était géographe avant d'être. Oui. Et il a été d'ailleurs enseignant d'histoire-géographie au lycée toute sa carrière. Ah ouais. Voilà, on apprend des choses littéraires aussi. Alors la haie, alors maintenant elle est valorisée pour d'autres raisons, parce qu'on se rend compte qu'elle est utile justement pour la biodiversité. Alors moi je voulais en venir au cœur du problème, parce que oui, on a l'orage qui menace. Donc vous aviez dit perte de 70% en 70 ans quasiment de les haies. Depuis en fait au XXe siècle on a 2 millions de kilomètres de haies. En 1900 des bananes, et aujourd'hui on est plus qu'à 750 000, mais en tout, en gros c'est 70% du linéaire de haies qui a disparu. Alors vous disiez que c'était pas la Normandie, moi je pensais que c'était la Normandie qui était en tête du bocage. Non, c'est la Bretagne en première, après les Pays de la Loire, et finalement Normandie que troisième, mais quand même il faut souligner, c'est que la Manche est le premier département en termes de densité. Alors justement, pourquoi est-ce que c'est un sujet de friction? On peut citer là récemment le PLUI de Villedieu-Intercom, on est d'ailleurs dans ce territoire de Villedieu-Intercom, qui a défini, alors il y a 3 niveaux de classement, les haies identifiées, les haies répertoriées et les haies protégées. Et c'est ce troisième, ces haies protégées qui ont fait problème avec la Chambre d'agriculture, qui a conçu un recours gracieux, qui a été rejeté récemment le 19 juin. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'on voit que c'est intéressant pour les agriculteurs, justement, parce que ça peut même nourrir les animaux en temps de sécheresse et tout ça. D'ailleurs, ils participent aussi quand il y a des dons ou des aides pour des haies. Dans les intercoms, là, Grandville Terre et Mer, et Communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel et donc Villedieu Intercom, il y a des dons ou des aides pour planter des haies. La Chambre d'agriculture en fait partie. Vous disiez d'ailleurs aussi dans votre réseau Haies France, il y a aussi
il y a toutes sortes de personnes dedans. Oui, Réseau Haie France, ils mettent en relation en fait tout entre techniciens bocage, les communautés de communes, etc. Et les agriculteurs aussi. Et oui, il y a beaucoup d'agriculteurs qui font partie de ce réseau. Alors comment vous expliquez que ça chambres. pose qu'il y ait des frictions comme ça, et c'est souvent aussi au niveau des particuliers et des agriculteurs, pourquoi il y a des frictions à cause des haies? Je connais pas bien la situation là, locale, j'ai pas enquêté dessus. Par contre, ce qu'on peut dire sur le rapport entre les collectivités et les haies, c'est qu'il y a 3 réglementations principales qui peuvent s'interposer entre une velléité d'arrachage de haies et puis sa concrétisation. C'est 1, la politique agricole commune, mais qui peut appliquer 2, les espèces protégées, parce que les haies sont des habitats pour certaines de ces espèces, mais ça peut être assez compliqué parce qu'il faut pouvoir prouver qu'il y a bien la pie grièche ou tel autre animal protégé à l'intérieur. Et 3, et c'est une règle qui est très importante, les PLU. Et notamment en Bretagne, en fait, la règle d'ailleurs de protection des haies dans la PAC a été portée par des techniciens de bassin versant bretons. Et donc c'est une règle qui s'applique au national, mais qui a été pensée en Bretagne. Donc c'est pas un hasard si les collectivités sont un vrai levier pour protéger les haies, notamment parce que c'est celles aussi qui sont les plus proches et qui peuvent constater directement les dommages, quand parfois la PAC ou les espèces protégées, ça peut être au niveau départemental ou même plus haut en termes de contrôle. Pourquoi alors les chambres d'agriculture ou les agriculteurs peuvent se rebiffer? Alors moi j'ai entendu dire que c'était des questions aussi administratives, c'était compliqué pour eux. Les haies, ça représente quand même un coût économique important parce qu'il y a toute la gestion, l'entretien. Oui. Donc je pense que quand un agriculteur a envie d'agrandir sa parcelle parce qu'il y a une haie qui gêne et que pour avoir plus de productivité, enfin ou au moins plus de revenus en fait. Ça rapporte et plus. du coup voilà, ils ont plus certains tendance à raser la haie alors que bon c'est quand même normalement très contrôlé, etc. Mais je pense que surtout ce qu'on oublie c'est que la haie, ce que nous on voit ça d'un point extérieur, mais ça demande énormément d'entretien et d'où l'idée de faire passer la haie en tant que bien commun parce que finalement ça rapporte à tout le monde, à la société, à l'environnement et peut-être pour aider aussi les agriculteurs à plus les préserver ou ceux du moins qui se posent la question de comment faire, peut-être de faire passer la haie en bien commun qui serait rémunéré. Je pense que c'est un bon levier. C'est 450 € par kilomètre par an le coût estimé d'une enquête justement de la Chambre d'agriculture en Normandie avec le réseau Respect, là, le programme de recherche auquel ton laboratoire a participé aussi. Et donc ça donne une idée, enfin 450 € par an par kilomètre de haies à entretenir, c'est pas d'entretien, on a calculé ce que ça coûtait pour les agriculteurs alors. Ça. Parce que c'est eux qui entretiennent oui, surtout. Et c'est ça qui est important aussi, c'est qu'auparavant on a vu que c'était une source de richesse, c'est une ressource et que ça devient une charge. Et donc on parlait d'exploiter ou de cultiver la haie et maintenant on parle de l'entretenir, donc même les mots qu'on utilise nous renseignent à ce niveau-là. Et dire quand même aussi que c'est pas les agriculteurs en général et qu'il y a plusieurs articles de recherche en sociologie, par exemple dans le Morvan, qui montrent que qui protège les haies dans les mairies, ce sont des agriculteurs à la retraite qui veulent préserver leur paysage et leur espace productif, notamment d'agriculteurs qui viennent d'ailleurs que la commune et qui veulent araser pour gagner du temps et en effet faire passer d'abord la rentabilité économique avant la préservation de l'existant. Donc c'est aussi important de rappeler que c'est pas les agriculteurs contre le reste de la société et que les agriculteurs sont déjà extrêmement diversifiés en tant que groupe social, c'est absolument pas homogène. Oui, ça c'est important de le rappeler à notre époque où on oppose un peu écologistes et agriculteurs et en fait non. Puis quand tu vois déjà tout le développement des nouveaux lotissements sur les parcelles agricoles, bah là toutes les haies sautent. Aussi, et ça c'est aussi une grande part des haies qui ont été supprimées. Vous parliez des routes aussi, hein. Je crois que les routes aussi c'est... Bah ça va dépendre des départements, il y a des départements où il y a une plus grande gestion des haies de bord de route, même si aujourd'hui quand on se balade en voiture, on voit bien que la haie de bord de route c'est une haie coupée au carré, c'est vraiment une face, trois faces quoi. Elle est vraiment très rabotée la haie, parce que c'est des entretiens plus simples par des agents de département qui sont peut-être pas non plus au fait de la gestion de la haie. C'est Marie-Jo qui est intervenue, Marie-Jo Mésange avec son collectif là dans le coin du Sud-Manche. Et elle dit qu'ils sont allés chercher un agent de l'OFB, de l'Office de la biodiversité, pour former les agents justement. Oui, je pense qu'ils vont au plus vite, au plus simple. Là, la haie n'est pas supprimée, hein, mais elle est complètement coupée, elle ne sert plus vraiment à grand-chose. Et j'ai bien aimé votre exemple aussi, c'est Léo, vous donniez de quelqu'un qui coupait des haies, un jeune agriculteur, et puis on l'a formé, et puis finalement il s'est rendu compte que... Oui, c'est ça, pour relativiser aussi cette notion de confrontation entre le monde agricole
et l'écologie au sens large et flou d'ailleurs. C'était une procédure judiciaire de l'Office français de la biodiversité qui a des pouvoirs de police en environnement, qui dans l'est de la France a fait une procédure sur une haie détruite par un jeune agriculteur, qui en fait a été très sensible aux arguments énoncés, qui non seulement a fait des travaux de compensation pour replanter une haie ailleurs, mais qui en plus fait maintenant venir des étudiants du lycée agricole d'à côté de chez lui en disant voilà, moi j'ai pas eu ces connaissances lorsque j'étais à votre place, prenez-en de la graine, c'est le cas de le dire, et puis observez les rôles que les haies peuvent avoir pour vous, et notamment en élevage. Là on sait très bien, hier on était une balade à vélo dans le bocage avec le festival aussi, chez Eric et Lucie qui ont des moutons à Vranchin, et qui disaient qu'ils replantent notamment pour la sécheresse en fait, juste pour que les animaux puissent se mettre à l'ombre. Donc si la haie est le vestige, le fossile d'une ancienne économie paysanne, c'est aussi quelque part une innovation d'avenir, j'ai envie de dire, pour répondre au changement climatique, en tout cas avec l'élevage. Oui, donc une des solutions, c'est aussi la formation, hein, et vous dites que ça se fait de plus en plus dans les lycées agricoles. Oui, la haie est de plus en plus abordée, en tout cas dans les lycées que je connais, je sais pas si c'est vraiment le cas partout, mais ouais, la haie est mise à sa juste valeur en tant que produit, quoi. Alors vous disiez, oui, donc il y a la valorisation par des labels ou enfin des aides justement en tant que bien commun, ça se fait déjà, il y a des bonus de la PAC pour les haies. Il y a aussi la valorisation directe des haies avec le bois de chauffe, mais qui peut poser problème parce qu'il y a des gens qui peuvent abattre beaucoup de haies peut-être pour gagner de l'argent sur le bois. C'est tout le paradoxe de donner de la valeur. On voit bien que les anciennes valeurs des haies sont tombées en désuétude pour la plupart. La question c'est comment redonner de la valeur parce que les exploitations agricoles sont des entreprises, donc il est important qu'elles puissent aussi vivre et être viables. En redonnant de la valeur économique, on redonne de l'intérêt aux yeux des agriculteurs et de toute une filière, mais on peut aussi être à l'origine de la malédiction de la ressource et en fait qui entraîne un pillage des arbres plutôt que leur culture. Donc tout l'enjeu c'est de retrouver aussi des manières de travailler avec les arbres sans les considérer comme une pure source de revenus, une pure variable économique. Notamment l'association dont on parlait, le réseau Haies France, a mis en place un label qui est fait par des agriculteurs avec des techniciens en bocage, donc des spécialistes, pour essayer de progresser ensemble et comprendre comment et quand tailler les haies pour que la ressource se régénère d'elle-même et non pas la gâcher. Oui, et s'il y a des entreprises qui interviennent, je pense à SIC Boénergie, c'est eux qui viennent faire la coupe, etc. Comme ça, c'est clairement contrôlé, on peut pas faire... Il y a façon en plus de couper, je crois, qu'il faut, pour pas qu'il y ait de maladies qui rentrent dans les arbres, hein, c'est ça. Oui. Et puis, donc on parle de quantité, mais vous avez parlé aussi de qualité de la haie, hein, c'est ça Oui, au-delà de l'arasement, il y a aussi, aujourd'hui, on constate une dégradation du maillage bocager, et bien qu'une haie soit en place, si elle est complètement rabotée, et que qu'au niveau du talus, ça se voit bien, des fois les talus sont tellement piétinés par les vaches qu'on voit les racines, c'est clairement une haie qui est en très mauvais état et qui va bientôt tomber. Et aujourd'hui, on a quand même un maillage qui est peut-être certes présent, mais qui est quand même fortement dégradé. Et parce que vous avez fait une distinction entre la vraie haie, c'est avec des buissons en bas, au pied, hein, c'est ça? Ça, c'est la définition de la PAC. En fait, il n'y a pas de vraie haie. Ah non, c'est la PAC qui Oui, parce que même si on va voir les travaux des différents scientifiques, on voit que la définition est un peu variable en fonction de ce qu'on cherche à montrer, et qu'en fait, un alignement d'arbres sans buissons à l'intérieur peut tout à fait être une haie pour un écologue. Par exemple, on parlait des espèces protégées tout à l'heure. Dans cette réglementation-là, on ne se demande pas s'il y a des buissons ou pas, on regarde s'il y a des animaux. Voilà. Mais vous dites une haie est plus saine. J'ai cru comprendre qu'une haie était plus saine quand même s'il y avait des buissons, non non. Tellement une question d'être plus saine ou pas, c'est que la haie qu'on a en tête, celle des manuels, c'est la haie à 3 strates. Avec un mélange en plus. Des buissons, des arbres de taille intermédiaire et puis des arbres de haut jet. Et donc c'est aussi beaucoup repris dans la littérature pour enfants. Où on a la haie qui est à l'image d'un immeuble, on a le hérisson qui est au rez-de-chaussée, les passereaux qui sont un petit peu au-dessus, les chouettes qui sont dans les trous des gros arbres, etc. En fait, il peut y avoir plein de sortes de haies, elles sont toutes utiles. Et aussi, surtout la haie sur talus qu'on oublie beaucoup, parce qu'en fait, en dessous de la haie, il y a bien généralement un talus, et à côté, il y a son ami le fossé. Il y a quand même tout alors moi qui suis de Seine-Maritime, je vais vous dire, le Pays de Caux, j'ai bien étudié ça, qui est décrit par Maupassant, justement, on parlait de littérature, c'est le Clos Mazur, et il parle de fossés. En fait, les talus, ils les appellent des fossés là-bas. Dans les archives, dans les vieux textes, on que des arbres, c'est des chênes ou des hêtres. Mais c'est pas du tout. Clos Mazur, la fonction, c'est essentiellement marquage de propriété, protection. Il y a pas trop, il y a des effets de biodiversité, mais par exemple, on va pas retrouver ce qu'on retrouve sur une
haies sur talus qui permet de protéger contre le ruissellement et l'érosion des sols. Ouais. Et oui, alors il y a cette question aussi de créer des nouvelles haies ou protéger le linéaire existant. Et vous dites qu'en fait, on en crée, mais finalement, on en crée moins que ce qu'on... En fait, il n'y a jamais eu autant de programmes de replantation ces dernières années. Et il y a aussi énormément d'arrachage. La balance, elle n'est pas encore positive. Le dernier chiffre, c'est 2023. C'était 23 500 km de haies à raser chaque année entre 2017 et 2021, si je me rappelle bien du chiffre. Et alors qu'on en plante, il y a tellement de techniciens bocage qui œuvrent tous les jours pour en planter. Du coup, c'est vrai que quand on voit ça, c'est un petit peu désœuvrant de se dire on plante énormément, mais en fait, il y a énormément d'arrachage. Souvent, c'est des arrachages individuels. Donc il y a une balance qui n'est pas encore... Non, parce que c'est 3000, on estime que c'est à peu près 3000 les plantations, kilomètres par an, contre 23 500, donc en gros on a une perte nette de 20 000. Alors qu'avant 2015, ratio fait aussi, donc si on regarde le net, c'est 10 000. Et en plus, une nouvelle haie n'est peut-être pas aussi... mais non, il faut attendre, c'est ça, pour qu'une haie soit opérationnelle dans le sens biodiversité, érosion du sol, etc., il faut attendre plus de 10 ans. Alors oui, donc ça fait partie aussi de ce qu'on a appelé les mesures compensatoires, là, si on coupe justement pour faire des routes et des choses comme ça. Mais ça, vous dites, c'est pas très efficace. La haie arrachée peut être compensée par une nouvelle plantation de haies, mais encore faut-il la planter au bon endroit. Il y a beaucoup de haies qui ont été arasées entre deux parcelles, qui du coup la mesure compensatoire, ça a été de planter une haie, mais le long du bâtiment agricole. Du coup là, c'est vrai que oui, elle a plus du tout les mêmes fonctions. On a parlé de la PAC et de l'Europe. Est-ce que vous pensez, là la PAC est à l'étude, la nouvelle, est-ce que l'écologisation de la société, pour reprendre le titre de votre livre, d'ailleurs on peut redire votre livre, je trouve plus, je voulais le faire dédicacer, mais il est en rupture de stock. À la librairie du festival, mais on le trouve dans les autres librairies. Ouais, donc le titre c'est La vie sociale des haies, enquête sur l'écologisation des mœurs, et vous avez expliqué tout à l'heure, donc l'écologisation c'est le fait que justement on prend conscience du problème de l'écologie, dans la société, et on essaie... Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est en train de partir ça, et au niveau national, la loi du plomb, là, et au niveau européen, comment ça se passe dans les autres pays? Est-ce qu'on essaye aussi de créer une union européenne pour les haies? Et pour finir, est-ce que vous êtes optimiste? Alors il y a des pays où il y a des festivals de la haie, en Angleterre, aux Pays-Bas, et d'ailleurs c'est pas anodin, c'est les pays qui ont eu très tôt les agricultures les plus industrialisées. C'est intéressant puisqu'on muséifie, on folklorise, on patrimonialise en quelque sorte les haies quand elles ont encore moins de fonctions paysannes qu'elles peuvent avoir dans la France actuelle. Sur la PAC, en effet, c'est un levier absolument majeur, donc il faut regarder de très près ce qui va se décider dans les années qui viennent, puisque ça engage ensuite toujours pour entre 5 et 8 ans une programmation de la PAC, et que c'est 9 milliards d'euros par an pour la seule France, et 50 milliards pour l'Europe, donc c'est vraiment un levier. Et sur l'optimisme, c'est vraiment une conclusion en demi-teinte. Vous ferez votre lecture verre à moitié vide ou à moitié plein. La haie, c'est à la fois une sorte de caution écologique d'idiote utile de l'agriculture industrielle, parce que c'est autour du champ, on se pose pas forcément la question des produits phytosanitaires. Vous parliez de la loi du plomb qui réintroduit des néonicotinoïdes. On parle pas forcément de démocratie productive, de meilleurs revenus des agriculteurs, de qualité de l'eau, d'installation agricole, puisque planter c'est bien, mais qui va s'occuper des haies? Aujourd'hui, on a de moins en moins d'agriculteurs. Donc c'est vraiment un enjeu crucial. Et puis le verre à moitié plein, c'est que tout le monde se met à parler, en tout cas un public de plus en plus élargi de ce sujet-là, qui était cantonné jusque-là au seul geek et spécialiste des politiques agricoles et environnementales, donc c'est très bien. Vous avez vu l'évolution au fur et à mesure de votre thèse très nettement, il y a encore récemment, il y avait des pubs sur France Inter pour aller planter des haies, Elise Moon, une petite fille qui vous invitait à aller faire ça avec un agriculteur, c'est très bien. Et à côté de ça, on voit bien que la seule prise de conscience ne sert pas à grand chose, puisque comme on l'a rappelé avec Mathilde, les chiffres vont dans le mauvais sens, et à un rythme de plus en plus important, que ce soit pour la disparition des haies, mais aussi de l'élevage, parce qu'on sait qu'une région d'élevage, c'est un paysage de bocage, et quand l'élevage disparaît à un endroit, les haies aussi reculent. Et là, le fait, vous parliez des moutons, et on remet des moutons dans la Manche, et ça peut faire revenir les haies, aussi protéger les haies, en tout cas. Exactement. Et alors là, justement, pour le côté négatif, le verre à moitié vide, je viens de voir ça, parce que c'est sorti le 30 juin là, 2025, une pétition pour défendre le pacte en faveur de la haie.
qui date de 2023 et qui apparemment serait menacé. Il y avait 110 millions qui étaient prévus pour 5 ans, et 72% de ce budget qui a été amputé il y a quelques mois, et maintenant du fait des difficultés budgétaires pour la prochaine programmation du gouvernement, enfin la loi budgétaire, en effet il y a une menace sur ce budget-là qui est prévu pour des plantations, mais aussi pour du conseil et de la formation. Donc les associations et celles dont on a parlé, Réseau et France, se mobilisent sur le sujet. Oui, parce qu'il faut considérer ça comme un investissement plutôt que comme une dépense, c'est ça, hein. Oui, on investit sur l'avenir avec le changement climatique, les prévisions des rapports du GIEC. La haie, c'est vraiment l'outil qui va permettre pour l'élevage de protéger le bétail contre le soleil, ça amène du fourrage. Franchement, je pense que ça a toujours été un couteau suisse, mais à l'avenir, il sera encore plus important. Je parle aussi du stockage carbone, des haies brise-vent. Enfin, je pense qu'on va ne pas pouvoir s'en passer. Du coup, c'est pour ça que moi, je suis un peu optimiste, mais après, bon... Je préfère voir l'optimisme quand même, sinon c'est un peu triste. Donc je pense qu'on va leur donner encore plus de place. Puis déjà, faut en parler quoi. C'est déjà un bon départ. Est-ce que vous auriez une chanson, une musique sur les haies? Moi j'en ai une qui me vient là, mais c'est des vieilles chansons. C'est une de Paul McCartney, Heart of the Country. Oui, et je trouve que c'est bien quand on se balade dans le bocage parce que ça parle un peu de campagne et tout. Elle est pas mal à écouter. Je peux voir, elle est très très bien. Bon. Pas une recommandation de musique, une recommandation de livre, Élevée d'Elsa Sagnal, qui est une éleveuse de brebis de Haute-Loire et qui raconte dans un petit ouvrage l'évolution de son métier, ses conditions de vie, les rapports entre féminisme et élevage, écologie et élevage. C'est passionnant, ça c'est tout seul. Très bien. Et puis on pourra lire votre thèse peut-être après, vous allez faire une publication. Elle va sortir quand elle sera finie, mais je pense que ça sera quoi le titre? Je termine en septembre et je sais pas, après ça sera en ligne sur internet parce que toutes les thèses sont en ligne maintenant. Le titre, oh là là, c'est... oh là là. On cherchera Mathilde Guillemois. Oui, c'est 5 lignes le titre, donc faut s'en souvenir quoi. Mais il y a le mot est quand même dedans. Non, parce que je travaille sur le bocage moi en soi. Ah, le bocage, ouais. C'est trajectoire des hydrosystèmes bocagers de la Normandie au Grand Ouest. Approche géohistorique et modélisation des connectivités hydrologiques. Voilà, vaut mieux ne pas le dire. C'est très long. Oui, et d'ailleurs vous avez expliqué que le bocage était plus large que la haie. Oui, quoi. parce qu'on a tendance souvent à réduire le bocage à que la haie, alors qu'il y a énormément d'autres particularités, les chemins creux, les fossés, les mares, c'est autant de biodiversité aussi, même si je sais que quand même la haie c'est quand même le phare du bocage. Et j'ai oublié de vous demander, qu'est-ce que vous comptez faire après là maintenant vous continuez sur la haie ou vous allez faire autre chose après? Moi je termine la rédaction de ma thèse et après, j'aime bien travailler sur ce sujet, le bocage, mais après j'aimerais bien aussi travailler sur d'autres types de paysages parce que moi mon truc c'est de les reconstituer dans le temps, que ce soit le bocage ou une plaine en Alsace, j'aime bien faire ça. Rembobiner. Ouais, voilà. Et vous allez... Alors moi je travaille sur les polices de l'environnement. Ah oui, vous avez fait ça. Oui. On a fait un petit livre l'année dernière avec Robin Bazier et Rémi Rouméas, et avec Rémi Rouméas on continue sur le sujet, notamment les mobilisations agricoles qu'ont visé les agents de l'OFB, les trajectoires sociales des agents de l'OFB. Je travaille aussi sur la séquestration du carbone dans les sols via la photosynthèse, et notamment par les haies. Donc on retrouve les en sociologie toujours, et puis je co-encadre une thèse sur les haies, sur les guichets uniques, qui vise à simplifier toutes ces réglementations qui existent, qui est faite par Adèle Van Trout à Toulouse, et le co-encadrant est Marc de Conchat, qui est écologue des paysages. Écoutez, merci beaucoup Léo Magnin et Mathilde Guillemois pour cet entretien. Merci beaucoup.